Bonjour à toutes et à tous mes chers spectateurs, j'espère que vous allez bien. De mon côté, comme d'habitude, tout va très bien. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour conclure cette série de vidéos sur l'astronomie. Cette fois-ci, c'est bien la dernière. Mais je pense que j'ai déjà bien développé sur l'ensemble de mes précédentes vidéos sur l'astronomie. Donc il est temps de passer à autre chose pour moi. Et donc c'est pour ça que je vais terminer aujourd'hui d'aborder ce sujet qui est très très intéressant. Alors, je vais d'abord commencer par vous expliquer les principaux points que je vais aborder dans cette vidéo, puisque certes je vais continuer cette chronologie de l'histoire de l'astronomie, mais je vais aussi apporter certains éléments qui sont d'ordre physique plus qu'astronomique, puisque Isaac Newton a justement établi une correspondance, une liaison entre la physique et l'astronomie, une nouvelle branche qu'on appelle l'astrophysique et qui est maintenant utilisée par la plupart des chercheurs dans ce domaine, mais qui était inexistant avant. Et comme quoi, vous allez voir que on peut être capable d'assembler plusieurs modèles ensemble qui pourtant semblent assez antagonistes ou différents à prime abord, mais qui en réalité s'accordent sur un point. Quand on arrive à établir ce chaînon banquant, à établir la connexion entre les deux. Donc, après les découvertes faites par Johannes Kepler et Galilée, et leurs fameuses lois qui ont été établies, à savoir pour Galilée la loi des orbites, la loi des aires et la loi des périodes, et pour Galilée, alors là j'en ai pas parlé, puisque c'est plus un phénomène physique qu'astronomique, c'est la loi de la chute des corps avec la pesanteur. En fait, pour vous expliquer les choses de façon plus simple, la loi de Kepler nous démontre que un objet qui ne subit aucune résistance de l'air, quelle que soit sa masse, va être la même qu'un autre objet ayant une masse supérieure ou inférieure à lui. Pourquoi ? Parce que justement, comme l'air n'entrave pas la chute, ou en tout cas la freine pas, eh bien les deux corps tombent en même temps sur le sol, et quelle que soit la hauteur à laquelle ils sont lâchés. Donc ça c'est l'hypothèse purement théorique émise par Galilée, mais qui a pu être prouvée plus tard lorsque Apollo 13 s'est posé avec son module sur la Lune et qu'un astronome a effectué l'expérience pour pouvoir la prouver dans un environnement dont les conditions étaient parfaites pour justement venir étayer ces dires. Et donc Isaac Newton va rentrer en scène et va réussir à trouver un moyen d'allier les lois de Kepler avec la loi de Galilée, qui paraissent pourtant assez différentes, comme je vous l'ai dit, puisque la loi des orbites nous explique que chaque planète suit une orbite elliptique autour du Soleil qui se situe dans un de ses foyers, et que dans ce cas-là, ils ne s'effondrent pas. Ce que je veux dire, c'est que comme ils sont en orbite autour d'un astre, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de contact entre les deux. Alors que Galilée nous montre que tous les objets qu'on lâche dans le vide, en l'air, tombent forcément sur le sol. Et donc quand on réfléchit à ça, on se dit, à prime abord, que les deux systèmes sont incompatibles. Alors qu'en réalité, il suffit de voir les choses différemment, de changer de perspective et de point de vue, et de résoudre le problème. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une divergence d'opinion chez les scientifiques, ceux qui étaient pro-galiléens et ceux pro-keplériens. Et on va dire que Isaac Newton a permis de remettre les pendules à l'heure et se dire que, encore une fois, comme mon modèle de la science holistique, on peut faire correspondre deux systèmes qui semblent bien différents et les allier ensemble pour créer ce qu'il a appelé la loi de la gravitation universelle et qui est maintenant utilisée partout par nos scientifiques. Je sais qu'à notre époque, Isaac Newton est très critiqué, notamment parce qu'on va dire que ses théories sont un peu trop concrètes et rationnelles pour la communauté spirituelle.
on s'appuie plus sur les travaux d'Albert Einstein, de la relativité générale. Il faut savoir qu'Albert Einstein s'est lui-même inspiré d'Isaac Newton pour arriver à ses conclusions, donc il n'a pas totalement rejeté ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, la gravité est un élément fondamental concernant le mécanisme de notre univers. Alors, comment il en est arrivé à faire correspondre ces deux systèmes qui paraissaient différents? Il a tout simplement imaginé un canon au sommet d'un talus ou d'une montagne, dans lequel il mettrait de la poudre et plusieurs boulets de canon. Dans le premier cas, il met peu de poudre, ce qui fait qu'au moment de la projection, le boulet retombe assez rapidement, c'est-à-dire qu'il est projeté à 5-10 mètres, et puis ensuite, tac, il retombe sur le sol de la Terre, et du coup, ça correspond à la loi de Kepler et de la chute libre des objets. Mais si on venait à mettre beaucoup plus de poudre dans le canon et à projeter le canon tellement loin qu'il sortirait de l'atmosphère de la Terre et viendrait en orbite autour de notre planète, et bien là, il répondrait aux lois de Kepler. Et donc, dans un sens, il montrait qu'en fait, c'était une question de puissance et de vitesse qui permettait de répondre aux certaines questions que les scientifiques se posaient à cette époque. Puisque quand on y pense, quand on lâche un objet dans le vide, c'est parce qu'il est immobile, vous voyez ? Par exemple, si je tiens un objet à cette hauteur-là et que je le fais tomber, il va répondre aux lois de Galilée, enfin la loi de Galilée. Mais si par exemple je le jette au loin, comme un javelot, et ben le javelot il va parcourir une certaine distance avant de retomber sur le sol. Et ben là ça va plus répondre aux lois de Galilée parce qu'il y a du mouvement. Vous voyez où je veux en venir? Et ben il est parti exactement sur ce même raisonnement, Isaac Newton, pour établir sa théorie de la gravitation. Après il y a aussi le fameux mythe de la pomme qui lui tombe sur la tête et que là il se rend compte qu'il a une illumination et que si la pomme lui tombe sur le sol, c'est qu'elle est soumise aux lois de la gravité et donc il a repensé à la loi de Galilée de la chute des corps libres et voilà, il a établi une corrélation. D'où son génie. Et à partir de sa loi de la gravitation universelle, il a ouvert une nouvelle voie dans l'astrophysique qu'on appelle la mécanique céleste, qui a permis de prédire la trajectoire et le mouvement de plusieurs planètes dans notre système solaire ou au-delà dans d'autres galaxies de notre univers, simplement justement en s'appuyant sur leur mouvement et la formule de sa loi de la gravitation, qui est G est multiplié par la masse du premier objet par rapport au deuxième objet, parce qu'il y a toujours une correspondance entre deux astres, divisé par leur distance, la distance qui les sépare au carré. Donc imaginons que les deux objets en question soient la Terre et le Soleil. Je ne connais pas la masse de la Terre ni du Soleil, donc je ne vais pas trop développer à ce niveau-là. Mais en gros, la loi de la gravitation, et de toute façon si vous êtes des scientifiques, vous saurez sûrement beaucoup mieux que moi la manière dont tout cela fonctionne. Mais si on multiplie la masse de la Terre avec celle du Soleil et qu'on la divise par leur distance au carré, eh bien on obtient cette corrélation et cette attraction mutuelle entre les deux astres, et qui va être mesurée en unité de Newton. Donc voilà, ça a permis dans un sens de révolutionner la science, parce qu'on n'imaginait pas du tout que des corps solides pouvaient tourner les uns autour des autres sans qu'il y ait un impact, sans qu'ils rentrent en collision les uns avec les autres. Ce que pensait dans un sens Galilée en effectuant ses expériences sur Terre, mais pas Kepler à travers sa loi des orbites. Et il a pu notamment, grâce à la mécanique céleste, je parle d'Isaac Newton, il a pu prouver que les lois de Kepler étaient vraies. Et grâce justement à ce cheminement-là, on a pu aussi découvrir au XIXe siècle la planète Neptune, tout simplement après avoir fait de multiples observations sur la planète Uranus, qui avait été découvert un peu plus tôt par l'astronome allemand-anglais William Herschel, qui justement, en faisant des expériences à travers ces télescopes qu'il venait de construire,
malgré le peu de revenus qu'il possédait. Il a pu par hasard découvrir la planète Uranus, et en étudiant de façon attentive et consciencieuse la trajectoire d'Uranus, et en se fondant justement sur l'équation algébrique de Newton, ils ont pu constater que le mouvement qui était prédit ne correspondait pas totalement au calcul. Ce qui prouvait dans un sens qu'il y avait un astre qui exerçait une influence gravitationnelle sur la trajectoire d'Uranus autour du Soleil. Et c'est de cette manière-là que deux autres chercheurs, deux autres astrophysiciens, en sont venus à découvrir la présence d'une 8e planète, et en l'occurrence Neptune. De façon purement théorique, à ce moment-là, ils n'avaient pas les images nécessaires pour pouvoir l'observer directement. Ils avaient simplement des calculs qui, dans un sens, leur démontraient de façon certaine la présence d'une autre planète, ou en tout cas d'un astre ayant une attraction gravitationnelle assez importante, venant à changer légèrement la trajectoire d'Uranus autour du Soleil. Et donc, grâce à la loi de la gravitation, on a pu résoudre plein de dilemmes scientifiques de cette époque. À partir de là, ensuite, l'astronomie va justement s'associer avec d'autres domaines comme la physique, comme je vous ai dit avec l'astrophysique. Et grâce à l'étude de la lumière et de ce qu'on appelle la spectroscopie, on va être capable, grâce au spectre de lumière, justement en décomposant la lumière blanche du Soleil et en la faisant filtrer à travers un prisme, d'obtenir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et ce qu'ils appellent la longueur d'onde, c'est-à-dire la lumière telle qu'on l'aperçoit depuis l'endroit où on se trouve. Par exemple, quand on observe un objet, si cet objet est rouge, c'est-à-dire que la lumière qui nous est transmise à l'œil, sa longueur d'onde correspond à la couleur rouge. Mais bien sûr, la couleur n'est qu'une représentation lumineuse. Tout comme par exemple le violet a aussi ses propres caractéristiques. Et c'est pour ça que la longueur d'onde minimale du spectre, c'est violet, et la longueur d'onde maximum du spectre visible, c'est le rouge. Quand on va au-delà du rouge, on appelle ça l'infrarouge. On a aussi les terahertz, les micro-ondes et les ondes radio, qui sont les ondes électromagnétiques les plus élevées qu'on connaisse, qui sont utilisées pour les antennes de télévision notamment. Et puis, plus petit que le violet, on retrouve l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Les rayons gamma étant la projection radioactive effectuée par les bombes nucléaires ou notamment lors des éjections de masse coronale du Soleil. Donc là, on a affaire à des rayons gamma. Mais bref, bien sûr, toutes ces explications vous sont faites pour comprendre de façon la plus générale possible la fonction de l'astronomie et comment toutes ces explications vont aider pour ensuite l'intégrer dans la science holistique et l'associer avec toutes les autres disciplines scientifiques, dont l'astrologie que j'ai parlé juste avant, et la géométrie sacrée, la biologie, les mathématiques et tout le reste, dont je parlerai également dans de futures vidéos. Et d'ailleurs, comme vous voyez, l'astronomie est quand même une discipline assez compliquée, donc je prends beaucoup mon temps pour m'exprimer, j'essaye de trouver les bons mots pour que vous compreniez du mieux possible. Après, je sais qu'il existe plein d'articles internet, de vidéos sur internet qui parlent de ces sujets-là, mais bien sûr, moi, mon objectif principal, c'est de vous montrer que rien n'est séparé, que tout est intégré dans un ensemble plus important. Mais avant ça, il faut bien sûr décomposer les choses. Il faut d'abord un petit peu se spécialiser avant de s'ouvrir vers l'ensemble. Et donc, grâce à la spectroscopie, ils vont pouvoir analyser la lumière du Soleil, donc à travers son prisme, et à partir de là, observer des phénomènes cosmiques qui ont une masse beaucoup moins dense, comme par exemple les gaz ou les nébuleuses.
Et en projetant leur télescope et leur spectroscope en direction de ces gaz, ils vont se rendre compte qu'il y a certaines raies noires qui apparaissent sur ce spectre de lumière, comme des filaments noirs. Et ils vont se rendre compte que ça correspond à des longueurs d'onde bien spécifiques. Par exemple, ils vont trouver qu'il y a une raie noire au niveau du rouge, une autre vers le vert, une autre vers le bleu, voilà, par exemple. Et en étudiant le sujet de façon plus approfondie, parce qu'au début c'était un mystère total pour les astrophysiciens, ils vont découvrir qu'en réalité, de cette manière, ils arrivaient à établir une correspondance entre les caractéristiques chimiques de ce qu'ils observaient et la longueur d'onde présente dans le spectroscope. Alors pour vous donner un exemple concret, quand on retrouve deux raies d'absorption noire dans un spectre de couleurs multicolores, donc qui représente l'ensemble du spectre de couleurs de la lumière blanche, ça représente l'élément chimique du sodium. Ils ont découvert ça en collectant un maximum d'observations effectuées sur plein de différents gaz de notre système solaire. Et par rapport à tout ça, ils en ont tiré leurs propres conclusions. Ils en sont venus à penser que toutes les raies noires qui apparaissaient lors de l'observation de certains gaz étaient en rapport avec des éléments chimiques et des gaz répertoriés dans le tableau périodique des éléments. Et aussi, ce qu'il est important de préciser, c'est qu'il y a deux types de spectres. Il y a le spectre de lumière multicolore en fond, comportant donc les raies d'absorption, qui est un spectre d'absorption, et le cas plus rare du spectre sur un fond noir avec des raies de couleur qui s'appelle le spectre d'émission. Voilà. Et les petits filaments de couleur qui apparaissent sont donc des raies d'émission. Dans le premier cas, c'est lorsqu'un nuage de gaz peu dense se situe devant une étoile ou un soleil. Et dans le second cas, c'est quand les astronomes ou astrophysiciens observent un gaz chaud. Donc c'est la température qui permet d'obtenir ces deux différents types de spectres. Voilà. Je préfère quand même préciser ça, parce que vous n'allez pas toujours trouver le même. Surtout si vous faites vos propres recherches en même temps que de m'écouter en ce moment. Alors, maintenant je vais passer à un autre sujet, parce que même si celui-ci est quand même essentiel à aborder dans mon discours, en astronomie et en astrophysique, une grande découverte, on va dire une grande percée scientifique a été effectuée à la fin du 19e siècle, lorsque un Écossais du nom de James Clerk Maxwell a établi une connexion, une corrélation entre les ondes électriques et les ondes magnétiques. Il a découvert qu'un champ magnétique engendrait systématiquement un champ magnétique, et qu'un champ magnétique, en oscillant sur un point, crée un champ électrique. Ce qui fait que dans un sens, c'est cyclique, et comme une boucle bio-rétroactive, ils s'auto-alimentent l'un avec l'autre, et donc fonctionnent et fusionnent de la même façon. C'est pour ça qu'on parle maintenant des champs électromagnétiques, puisque les champs électriques et les champs magnétiques sont complémentaires, et s'associent à n'importe quel moment. Par exemple, le champ électromagnétique de la Terre dans les basses fréquences est appelé la résonance de Schumann, et il est créé, ou plutôt engendré, à travers les différentes réactions électriques issues des orages et notamment des grands éclairs. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la même époque où justement James Clerk Maxwell fait cette découverte de l'association des champs électriques avec les champs magnétiques pour créer le champ électromagnétique, deux autres physiciens vont étudier la vitesse que parcourt la lumière en mètres par seconde. Et
James Clerk Maxwell va reprendre ces travaux-là et va faire l'incroyable découverte que la vitesse à laquelle se déplace l'onde électromagnétique et la lumière est presque exactement la même. Et donc il va en tirer la conclusion juste, on va dire logique, que la lumière est un phénomène électromagnétique. Et donc maintenant, à partir de ce moment-là, les astrophysiciens savaient quelle était la vitesse de la lumière et de quoi elle émanait. Ce qui était absolument extraordinaire. On va dire que ce qui leur manquait pour résoudre plusieurs de leurs théorèmes et de leurs théories venait d'être mis en avant, mis en lumière, et ils allaient pouvoir passer à l'étape suivante, qui au début du XXe siècle a été la physique quantique. Et là, bien sûr, c'est un tout autre sujet. Et d'ailleurs, je ferai une série de vidéos complètes par rapport à ça, puisque bien sûr, ça s'étale dans la suite logique de l'astronomie et de l'astrophysique que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. Mais avant de conclure, puisque je vous ai quand même donné beaucoup de détails par rapport à tous ces phénomènes qui sont loin d'être faciles à expliquer, hein, justement, je cherche beaucoup mes mots pour me faire comprendre du mieux possible. Il existe aussi un autre phénomène astronomique qu'on appelle l'effet Doppler. Alors, à l'origine, c'était un effet sonore, et l'exemple le plus concret que je peux vous donner, c'est celui d'un train ou d'une ambulance. Quand un train arrive au loin, on entend un son grave qui devient de plus en plus aigu, plus il approche de nous. Ça fait Enfin là, je pense que vous avez l'impression que je décris la trajectoire d'une onde ou d'un instrument électrique, mais j'essaye d'imiter le mieux possible le son que ça peut faire. Mais quoi qu'il en soit, plus le véhicule approche rapidement, en fait il y a une correspondance qui est effectuée entre la vitesse de déplacement et le son produit. Si le train avance vraiment vite, on va entendre le son passer très rapidement du grave à l'aigu, ce qui va nous permettre, d'un point de vue sensoriel, de deviner qu'il va bientôt arriver vers nous. Mais s'il avance lentement, le son va rester grave un certain temps avant de progresser dans les aigus. Et les astrophysiciens ont réussi à établir une correspondance avec le phénomène lumineux, qui est tout simplement d'analyser un spectre et ses raies d'absorption, et de voir et de le comparer à un autre astre. Imaginons par exemple que des astronomes étudient pendant 3 ans la trajectoire de la planète Uranus. Voilà. Et que ces raies d'absorption sont dans le rouge et dans le jaune. Alors on va dire que c'est rouge et jaune. Et qu'on le superpose au spectre de lumière du Soleil. S'ils voient que, parce que comme le Soleil est immobile, ses raies d'absorption ne bougent pas, elles restent toujours au même endroit. Uranus, elle, sa trajectoire, bien sûr, se modifie puisqu'elle se trouve en orbite autour du Soleil. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, on va voir ces raies se déplacer progressivement. Alors, soit vers le rouge, qui veut dire que la planète s'éloigne de notre emplacement, en tout cas de l'endroit où se situe l'observateur. Et si au contraire ça se déplace vers le bleu, là on devinera qu'elle s'approche de nous. En tout cas, pour résumer et synthétiser toutes les informations que je vous ai transmises jusqu'à maintenant, au XVIIIe et XIXe siècle, les principales percées scientifiques qui ont été effectuées ont été le fruit d'Isaac Newton à travers l'association entre l'astronomie et la physique, les lois de Kepler d'un côté et les lois de Galilée de l'autre, et la loi de Galilée principale, pour former ce qu'on appelle l'astrophysique. Puis ensuite, la découverte des ondes électromagnétiques, l'association entre les ondes électriques et les ondes magnétiques, comme quoi un champ électrique produit un champ magnétique et que le champ magnétique à son tour engendre un champ électrique, et qu'il s'auto-alimente et il forme un cycle. Et ensuite qu'on associe cette onde électromagnétique avec la lumière et les photons, ce qui fait qu'on a pu percer ce grand mystère que représentait la nature de la lumière.
Et puis bien sûr aussi la décomposition de la lumière blanche du soleil en toutes ses composantes multicolores, ce qui a permis d'ouvrir une nouvelle branche de la science qu'on appelle l'analyse spectrale, c'est-à-dire chaque partie lumineuse des couleurs, et ensuite le faire correspondre à des éléments chimiques du tableau périodique des éléments, et donc déterminer la nature des astres, plus simplement leur trajectoire et leur position, mais également tous les composés chimiques qui les constituaient, ce qui a constitué une grande avancée. Et grâce à l'analyse spectrale, on a pu déterminer aussi la température des astres. On savait que plus ça s'approchait vers le violet, c'était une température chaude, plus on s'éloignait vers le rouge, ça refroidissait. Et c'est pour ça qu'on avait les raies d'absorption et les raies d'émission. Si le spectroscope était dirigé en direction d'un nuage de gaz chaud, c'était des raies d'émission qui étaient produites, alors que si c'était en direction d'un gaz froid situé devant une étoile, et il produisait des raies d'absorption tout en conservant le spectre total de la lumière. Voilà, je pense avoir été assez complet sur le sujet, et il vient clore complètement cette fois-ci mon chapitre ou le sujet de l'astronomie. Je sais pas sur quoi je continuerai la prochaine fois. En tout cas, quoi qu'il se passe, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous transmets énormément d'ondes positives, de joie, de bonne humeur, puisque je me doute bien que tout le monde n'est pas forcément heureux dans sa vie. Et d'ailleurs, moi non plus, hein, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup afficher son côté positif et optimiste, mais c'est parce que c'est ma nature. Mais moi aussi, j'ai des hauts et des bas, vous imaginez bien. Et je dois y faire face, je dois m'y confronter. Et comme je sais que j'adore dépasser mes limites pour voir où est-ce que je peux en arriver, et bien ça me pousse à me transcender et ça me pousse à parler de certains sujets qui me portent à cœur et dont j'espère les idées s'étendront et que d'autres personnes reprendront ce que je pense être une vision de la réalité, c'est-à-dire cette science holistique, le fait que toutes les sciences soient assemblées les unes avec les autres plutôt que de les considérer comme des domaines de spécialisation, même si, comme j'ai dit au début de la vidéo, il faut d'abord se spécialiser dans une seule direction avant de s'étendre dans toutes les directions. Et c'est pour ça que là, je décompose chaque discipline scientifique les unes après les autres avant de les regrouper ensuite. C'est pour ça que ça s'effectue en plusieurs étapes. Et quoi qu'il en soit, maintenant je pense que ça va être une phrase qui va venir conclure chacune de mes vidéos. Quand on change de perspective, tout s'éclaire. Allez, salut!